peu de phases d'un vol sont considérées comme aussi critiques que le décollage, c'est pourquoi nous, les pilotes, sommes toujours prêts à être 100% attentifs pendant cette étape. Mais cela ne veut pas dire que de graves erreurs n'arrivent jamais. Restez avec nous. Vous savez, il y a parfois des erreurs dont on entend parler et qui paraissent presque comiques. Ce sont celles qui vous font secouer la tête quand vous en entendez parler. Et vous vous demandez comment cela a bien pu arriver. Eh bien, s'il y a une chose que j'ai apprise en lisant des centaines de rapports d'accidents et d'incidents, c'est que même les erreurs qui paraissent les plus absurdes proviennent souvent de menaces sous-jacentes bien réelles. Et qu'il y a presque toujours quelque chose à apprendre, même des événements les plus étranges. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je n'ai jamais supposé que je ne pourrais pas moi-même commettre exactement les mêmes erreurs dans de mauvaises circonstances. Et cela vaut la peine de s'en souvenir. Le 1er décembre 2021, un équipage de Jet2 se préparait à effectuer un vol assez court. De l'aéroport de Londres Stansted au Royaume-Uni jusqu'à l'aéroport de Kuusamo en Finlande, puis le retour. Les deux pilotes avaient tous deux été en repos la veille, mais comme c'était en décembre, ils avaient tout de même vérifié la météo et constaté qu'il neigerait probablement à Kuusamo pendant leur prochain vol. Cela signifiait qu'ils allaient devoir faire face à des conditions d'opération hivernale. Alors ils avaient pris un peu de leur temps libre pour relire leur procédure d'opération hivernale et bien se préparer. Maintenant, si vous trouvez étrange que des pilotes prennent du temps loin de leur famille pour lire des manuels, en réalité, ce n'est pas le cas. Je me souviens avoir fait pareil quand j'étais à Londres Stansted. Et cela tient au fait que, même pendant les mois d'hiver, on n'est pas si souvent exposé à de véritables opérations hivernales. Et le problème, c'est que les opérations hivernales sont bien plus compliquées que les opérations normales, car pleines de menaces potentielles. Celles-ci, sans une bonne préparation, peuvent vraiment vous surprendre et causer des problèmes à tout moment. Aux alentours de 9h15, heure locale, les deux pilotes étaient arrivés en salle d'équipage et consultaient leur documentation de briefing avant vol. À partir de là, ils pouvaient voir que la météo à Stansted, ainsi que le long du trajet, devait être assez bonne, mais aussi que la météo à Kuusamo était, comme prévu, plutôt hivernale. Les prévisions indiquaient un vent léger venant du nord-est, accompagné de faibles chutes de neige, réduisant la visibilité à environ 8 km et une température de moins 8 degrés Celsius. Un temps froid et scandinave, mais pas particulièrement mauvais. Après consultation des NOTAMs, les pilotes n'ont rien trouvé d'intéressant à signaler. Sauf que l'aéroport de Kuusamo passerait d'un service de contrôle aérien à un service d'information de vol à peu près au moment où ils étaient prévus d'arriver. En général, cela ne fait pas vraiment de différence. Cela signifie simplement que l'avion devrait probablement opérer dans un espace aérien non contrôlé lors du départ plus tard. Mais il s'avère que, dans ce cas précis, cela aurait tout de même une certaine importance. Les pilotes ont vite fini leur paperasse, commandé le carburant, puis rejoint leurs 4 collègues du personnel de cabine pour les informer du vol. Ce vol allait être un peu inhabituel, car le premier trajet vers la Finlande était un vol court, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de passagers pour le vol retour. Mais c'était quelque chose auquel cet équipage était probablement assez habitué. Les vols plus courts sont opérés de manière presque identique aux vols réguliers habituels. Engagés par une agence de voyage ou autre entité, ils peuvent donc avoir un service de restauration et une planification différents. Juste avant 10h, heure locale, l'équipage s'est rendu ensemble vers leur avion qui était en cours de préparation sur le tarmac. C'était un magnifique Boeing 737-800, âgé de 5 ans, avec 2 moteurs CFM56 suspendus sous ses ailes profilées. Et selon le rapport final, il était également en très bon état de fonctionnement à ce moment-là. Le commandant de bord avait 44 ans et totalisait un peu plus de 7450 heures de vol, dont 3344 sur ce type d'appareil en particulier. Son copilote avait 41 ans et comptait 4582 heures de vol, ce qui faisait de lui un pilote assez expérimenté en général, avec un peu moins de 2400 heures sur le 737. En sortant ensemble, ils ont discuté de qui piloterait chaque trajet. Ils ont décidé que le commandant de bord serait le pilote du premier vol et le copilote assurerait le retour. Pendant que le copilote faisait la visite pré-vol et que le commandant préparait le poste de pilotage, l'équipage terminait les vérifications et accueillait les passagers.
comme il l'avait déjà fait des centaines de fois auparavant. Une fois que tout était prêt, l'avion a effectué le pushback, a démarré ses moteurs et, vers 10h15, heure locale, il a décollé normalement de Stansted et a commencé son trajet vers Koh Samui. Pendant la phase de croisière, les pilotes ont eu un peu plus de temps pour discuter des procédures hivernales qui les attendaient. Ces discussions abordaient probablement la procédure de dégivrage et d'antigivrage, ainsi que d'autres variations des procédures normales. Vous voyez, lorsqu'on opère vers des destinations enneigées et verglacées, presque chaque aspect de notre opération est affecté d'une manière ou d'une autre. Pour l'atterrissage, nous devons connaître l'état de la piste, notamment la présence de neige ou de gadou. Et à partir de ces informations, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle une matrice Talpa pour déterminer l'efficacité de nos freins lors du ralentissement. Ceci est crucial pour nos calculs de distance d'atterrissage, mais nous devons aussi savoir s'il y a de la boue sur les pistes et voies de circulation. Car cela peut être projeté par nos roues et les inverseurs, et se déposer à l'intérieur des mécanismes de volet. Si c'est le cas, alors nous devrons attendre avant de rentrer les volets après l'atterrissage et ne le faire qu'après une inspection appropriée au point de stationnement afin d'éviter d'endommager nos volets. Lors de la visite pré-vol, nous choisirons aussi le type de dégivrage ou d'antigivrage nécessaire selon l'état de l'avion, ainsi que s'il neige, quelle est la température extérieure et quelle est la température à l'intérieur des réservoirs de carburant, qui est normalement bien plus basse qu'à l'extérieur. En plus de cela, nous devons également nous assurer que ces procédures de dégivrage et d'antigivrage sont correctement exécutées, souvent après l'embarquement de tous les passagers. Dans la plupart des cas, nous souhaitons que les procédures d'antigivrage débutent le plus tard possible, car les fluides utilisés ne sont efficaces qu'un temps limité après application. Cela dépend de l'intensité des chutes de neige, de la température extérieure et de celle des réservoirs de carburant. Comme vous le voyez, il y a beaucoup à considérer ici, et je n'ai cité que quelques points. En réalité, il y en a bien plus, et cela avant même de commencer à parler des procédures avant le départ, mais j'y reviendrai bientôt. À mesure que l'avion approchait de la destination, les pilotes ont consulté les dernières informations météorologiques et ont constaté qu'elles étaient restées inchangées par rapport à leur dossier de briefing. Un léger vent de travers venait de la droite sur la piste 3-0. Il faisait moins 8 degrés Celsius et une neige légère réduisait la visibilité à 6-8 km. L'aéroport a également indiqué que le code d'état de la piste était de 4. C'est sur une échelle de 1 à 6, et 4 signifie que l'efficacité du freinage est de moyenne à bonne. Pas extrêmement glissante, mais pire qu'une piste simplement mouillée. Les pilotes ont utilisé cette information pour effectuer leurs calculs d'atterrissage et ont constaté qu'il n'y aurait aucun problème pour se poser. Le commandant a ensuite briefé sur une approche ILS standard pour la piste 3. 30 minutes plus tard, l'avion a atterri normalement et a rejoint son emplacement par la voie Alpha. L'aéroport de Koh Samui est assez petit, donc l'avion a utilisé un emplacement de stationnement en autopositionnement, ce qui signifie qu'aucun pushback ne serait nécessaire plus tard pour le départ. Une fois que l'avion s'est complètement arrêté et que les moteurs ont été coupés, tous les passagers ont débarqué et l'équipage a commencé à préparer l'avion pour le vol retour vers Stansted. Pendant que les passagers continuaient de débarquer, les pilotes avaient déjà commencé à préparer le vol retour vers Londres. Comme je l'ai mentionné précédemment, cela se ferait avec un avion vide, à l'exception de l'équipage, ce qui signifiait que le poids au décollage serait très faible. Lors de l'approche précédente, ils avaient surtout un léger vent de travers venant de la droite. Et comme la seule voie de circulation se trouvait presque tout au bout de la piste d'où ils étaient arrivés, les pilotes ont décidé qu'il serait bien mieux de décoller de la piste opposée, car cela réduirait considérablement la distance de roulage. Il y avait probablement aussi une autre bonne raison de faire cela. Comme je l'ai mentionné précédemment, il neigeait toujours dehors, donc l'équipage devait dégivrer et traiter l'avion contre le givre. Et puisque le temps pendant lequel ce liquide est efficace, ce qu'on appelle le temps de protection, est limité, il est également judicieux de limiter le temps de roulage afin de rester dans cette fenêtre de temps. Dans ce cas, cependant, puisque les chutes de neige étaient très légères, cela relevait probablement davantage de la commodité que d'autre chose. Quoi qu'il en soit, lors de la préparation d'un départ par temps de gel, il y a à nouveau plusieurs éléments à prendre en compte. J'ai déjà mentionné le dégivrage et l'antigivrage. De plus, nous devons calculer les performances au décollage en tenant compte d'une piste glissante. Lors de tout départ, il faut toujours considérer 3 scénarios différents, ce qui vaut aussi pour les opérations hivernales. C'est simplement un peu plus compliqué dans le premier scénario.
Nous devons vérifier que l'avion a assez de pistes pour accélérer avec tous les moteurs et décoller normalement, atteignant 35 pieds au-dessus de l'extrémité, en plus d'une marge de sécurité de 15%. Dans le deuxième scénario, nous devons accélérer jusqu'à la vitesse de décision V1, subir une panne moteur à ce moment-là et nous assurer que nous pouvons toujours poursuivre le décollage. Effectuer la rotation et atteindre une vitesse de montée sécurisée V2 ainsi qu'une hauteur de 35 pieds à la fin de la piste. Dans le dernier scénario, nous devons pouvoir faire de même. Mais au lieu de poursuivre le décollage, nous attendrions 2 secondes après avoir atteint V1, puis nous déciderions d'interrompre le décollage et de nous arrêter en toute sécurité sur la piste disponible. Ces 3 scénarios sont tous calculés, et la plus longue distance parmi eux est la distance minimale que nous pouvons accepter. Est-ce que cela a du sens ? Eh bien, cela signifie essentiellement que nous nous assurerons d'avoir toujours suffisamment de distance pour que tous ces scénarios puissent se produire. Et celui qui sera le plus limitant variera en fonction, par exemple, de l'état de glissance de la piste. Puisque cela affectera évidemment la distance de freinage dans le dernier scénario, mais la neige ou la gadoue sur la piste pourrait également affecter l'accélération, rendant les 2 premiers scénarios plus longs. Donc, comme je l'ai dit, c'est compliqué. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes, dont Jet2, équipent leurs pilotes de sacs de vol électroniques avec des logiciels pour faciliter ces calculs de distance. Il devient alors essentiel de s'assurer que nous saisissons les bonnes valeurs. C'est pourquoi tous les calculs sont normalement effectués séparément par chaque pilote, puis vérifiés mutuellement une fois terminés. Nous devons aussi rester vigilants face à tout changement dans les paramètres utilisés. Une hausse des chutes de neige pourrait modifier à la fois le temps de protection et les conditions de piste utilisées pour nos performances. En dehors de tout cela, la plupart des procédures et des configurations restent plus ou moins les mêmes, sauf qu'il y a généralement quelques étapes supplémentaires à suivre. Après avoir démarré les moteurs, avant de commencer le roulage de l'avion. Les volets seraient normalement sélectionnés en position de décollage, mais lors de rafales de vent, nous avons plutôt tendance à retarder la sélection des volets jusqu'à atteindre le point d'attente juste avant le départ. Et nous faisons cela parce que les volets sont normalement rentrés à la porte d'embarquement alors que le reste de l'aile est exposé. Ils peuvent donc être givrés et ne sont pas protégés par un fluide anti-givrage. Le fait que les volets ne soient pas sortis comme d'habitude représente évidemment une menace importante. Parce que oublier de régler les volets pour le décollage pourrait être potentiellement très dangereux. Donc, en général, les compagnies aériennes ont tendance à fournir à leurs équipages des checklists et des procédures de chute de vent complètement différentes qui doivent être suivies de très près. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup à surveiller et tout est très important à bien faire. Ce qui, encore une fois, était probablement la raison pour laquelle les pilotes de ce vol avaient révisé tout cela chez eux la veille. Je dis à mes élèves pilotes qu'en condition de givrage, tout incite à se dépêcher. Temps de protection, créneaux, trafic et horaire. Mais il faut faire exactement l'inverse et ralentir, car il y a tellement de façons de faire des erreurs ici. C'est en fait une bonne règle à suivre dans toute situation compliquée, même en dehors du pilotage. Il vaut souvent mieux ralentir pour finalement aller plus vite. Le calcul de performance que ces pilotes ont effectué va bientôt devenir très important, alors examinons-le. Comme je l'ai mentionné précédemment, les pilotes ont décidé d'utiliser la piste opposée 1-2 pour le décollage et également de baser leurs calculs sur un début de roulage pour le décollage depuis la voie de circulation alpha. De cette façon, ils pouvaient simplement entrer sur la piste à angle droit et commencer le décollage à partir de là, sans avoir à remonter la piste. Avec 9600 kg de carburant nécessaire pour le vol retour, leur masse au décollage a été calculée à 52 100 kg, soit un bon 15 à 20 tonnes de moins que la normale. Comme il n'y avait pas de passagers à bord, les dernières conditions météorologiques faisaient état d'une température toujours de moins 8 degrés Celsius, avec un vent du 0,40 degrés à 5 nœuds, une visibilité de 6 km sous une légère neige et une pression atmosphérique de 983 hectopascales. Cette chute de neige avait recouvert la piste de 3 mm de neige légère et donné une efficacité de freinage de 4, soit moyen à bon. Lorsque les pilotes ont entré cela dans leurs ordinateurs, le calcul a montré un réglage de poussée minimale, N1 de 89%. Et les vitesses de décollage à utiliser étaient V1 93 nœuds, une vitesse de rotation de 122 nœuds et la vitesse de montée sécurisée sur un seul moteur de 131, toutes avec les volets sur 5 comme configuration de décollage. Maintenant, ceux d'entre vous qui font attention auront remarqué que la V1 était exceptionnellement basse dans ce cas.
Et cela est dû à l'état de piste légèrement glissant, qui nécessitait un rejet de décollage plus précoce en cas de panne moteur, évidemment combiné à un poids de décollage très faible. Si vous êtes passionné d'aérodynamique, vous devriez le savoir. Il y a aussi une autre vitesse à considérer. Quelque chose appelé VMCG, qui est la vitesse minimale de contrôle au sol. La VMCG est la vitesse minimale requise pour maintenir le contrôle directionnel en utilisant les surfaces aérodynamiques, comme la gouverne de direction, uniquement en cas de panne moteur, avec le moteur restant produisant la poussée de décollage. Comme vous pouvez l'imaginer, cette vitesse doit être assez élevée pour que la gouverne de direction puisse compenser la forte poussée asymétrique dans ce scénario. Et évidemment, l'avion ne peut jamais être inférieur à cette vitesse, puisque l'avion pourrait alors potentiellement perdre le contrôle directionnel en continuant d'accélérer pour le décollage après une panne moteur. Maintenant, d'après mon expérience, la VMCG ici devait être très proche des 93 nœuds qu'ils avaient définis. Je l'ai déjà vu atteindre jusqu'à 105 nœuds, voire même plus. Mais encore une fois, cet avion était, comme je l'ai dit, vraiment très léger. Bref, c'était un petit aparté, désolé. Une fois que les pilotes avaient confirmé que leurs calculs étaient corrects et qu'ils les avaient saisis dans l'ordinateur de gestion de vol, le copilote a poursuivi. Lors du briefing de départ, ils ont demandé l'autorisation et on leur a indiqué de monter au niveau de vol 400 après le décollage, via un point appelé IBVU, qui se trouvait au sud-ouest de l'aéroport. Cela signifiait donc qu'ils pouvaient s'attendre à un virage à droite après le décollage. Avant de continuer, il est important de souligner quelques points concernant cette autorisation. Tout d'abord, l'aéroport de Kusamo était passé, à ce moment-là, d'un aéroport contrôlé par un contrôleur aérien à un service d'information de vol. Cela signifie que la personne assurant ce service dans la tour ne pouvait plus délivrer directement des autorisations aux aéronefs. Elle ne pouvait fournir que des informations selon la publication d'informations aéronautiques finlandaises, AIP, document officiel présent dans chaque pays qui définit les règles de l'aviation dans leur espace aérien. Tous les aéronefs quittant l'aéroport du service d'information de vol doivent virer à gauche après le décollage, sauf indication contraire. Mais l'autorisation que le vol 2152 avait reçue impliquait évidemment un virage à droite, ce qui aurait donc dû être signalé par l'équipage. C'était une procédure bien établie parmi les aéronefs qui utilisent souvent cet aéroport, mais ce n'était pas vraiment le cas pour l'équipage de ce Jet2, ce que je peux comprendre. Si vous avez une autorisation et une carte montrant le départ à suivre, vous ne penseriez pas forcément à devoir signaler dans quelle direction vous allez tourner, n'est-ce pas? Mais c'est pour cela qu'il est si important d'être au courant des procédures locales lorsque vous opérez, quoi qu'il en soit. Le copilote a rapidement terminé son briefing de départ. Et dans celui-ci, il a également mentionné que, puisque le parking était complètement recouvert de neige, il devrait retarder la sortie des volets jusqu'à ce qu'il soit sur le point d'entrer sur la piste. Et qu'il serait nécessaire d'effectuer un test de montée en régime des moteurs sur la piste. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un test de montée en régime des moteurs sur un avion à réaction est effectué pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de glace sur les pales du ventilateur avant le début de la course au décollage. Il est essentiel de vérifier la présence de glace sur les pales du ventilateur lors de l'inspection extérieure et d'agir si elle est constatée. On utilise soit de l'air chaud, soit une éponge imbibée de liquide de dégivrage chaud pour enlever la glace à la main. Ce type de glace peut être assez difficile à voir car il se forme généralement à l'arrière des pales du ventilateur, près du cône d'entrée. Lors de l'inspection extérieure, il faut toujours toucher physiquement l'arrière des pales avec les mains. Maintenant, si nous ne trouvons pas de glace sur les pales du ventilateur pendant l'inspection extérieure, elle peut quand même commencer à se former pendant le trajet vers la piste. Surtout avec certains types de précipitations. Donc si la température extérieure est inférieure à 3 degrés Celsius avec de la neige, de la pluie ou de l'humidité visible, nous devons généralement effectuer l'une de ces montées en régime maintenant. La façon dont elles sont réalisées, c'est que le commandant de bord aligne normalement l'avion sur l'axe central de la piste. Et ensuite, comme dans ce cas, il passe les commandes au copilote qui sera le pilote en fonction. Il maintiendra ensuite l'avion avec les freins au pied et augmentera la poussée d'abord jusqu'à 40% N1 pour permettre au moteur d'accélérer et de se stabiliser au même niveau. Et une fois que cela est fait, la poussée est ensuite progressivement augmentée jusqu'à 70% et un chronométrage est lancé, qui devrait, si possible, durer environ 30 secondes. Ce régime moteur plus élevé suffira à éliminer la glace des pales du ventilateur, sinon cela se traduira par des vibrations accrues sur l'affichage secondaire du moteur. Mais si tout semble normal, ce qui est presque toujours le cas, une fois les 30 secondes écoulées, le pilote en fonction peut alors relâcher les freins de pied, appuyer sur les boutons TOGA et annoncer poussée de décollage réglée.
L'avion commencera alors immédiatement à accélérer sur la piste. Et il est très important que le pilote surveillant, le commandant de bord dans ce cas, vérifie correctement que la poussée de décollage est bien réglée, puis prenne le contrôle des manettes de poussée au cas où un décollage interrompu serait nécessaire. Dans Jet 2, les procédures demandaient au copilote de retirer immédiatement sa main des manettes de poussée dès que les boutons TOGA étaient actionnés. Et c'est important de s'en souvenir ici. C'était donc la théorie, et c'est aussi ce que ces pilotes avaient annoncé qu'ils allaient faire. Le copilote a aussi signalé que la rampe était glissante, donc l'avion risquait de déraper dès que 70% de N1 serait atteint. Si cela arrivait, le commandant a dit au copilote de relâcher les freins et de commencer aussitôt la course au décollage. En somme, le pilote a vite terminé la fin de la checklist pendant que l'équipe achevait le dégivrage. Une fois terminé, les pilotes ont demandé à l'équipage de cabine de s'asseoir, puis l'autorisation de démarrage à l'officier d'information de vol, qui l'a aussitôt approuvé. Les deux moteurs ont été démarrés successivement, puis le commandant a fait pivoter l'avion et l'a conduit sur la voie alpha vers le point d'attente de la piste 1-2. Maintenant, lorsqu'il s'agit du roulage sur le Boeing 737, c'est presque toujours le commandant de bord qui s'en charge. Certaines compagnies aériennes disposent d'un manche à balai également du côté droit du cockpit, mais chez Jet2, la procédure voulait que ce soit toujours le commandant de bord qui effectue le roulage. Dans la plupart des cas, cela n'avait vraiment aucun impact. Mais cela signifiait que les copilotes étaient un peu moins familiers, par exemple avec l'utilisation des freins sur toute leur plage d'utilisation. Le trajet vers la piste étant très court, l'équipage a demandé au copilote de commencer presque aussitôt la checklist avant décollage, incluant la sélection des volets à 5 et d'autres éléments. Le contrôleur aérien a informé l'équipage qu'aucun trafic n'était signalé et de l'avertir lorsqu'il serait aligné et prêt au départ, ce que le copilote a également confirmé en retour. Bientôt, le Majestic 737-800 était aligné, feu d'atterrissage et de virage allumé, illuminant le début enneigé de la piste 1-2. Et le commandant de bord a remis le manche à balai au copilote et a annoncé à la radio qu'ils étaient maintenant prêts au départ. L'agent du FIS a répondu que la piste était dégagée. Rappelez-vous, elle ne pouvait pas donner une vraie autorisation de décollage et les pilotes ont seulement accusé réception. Mais quelque part dans l'esprit de l'agent du FIS, un léger doute commençait maintenant à s'installer. Elle savait quelle autorisation de départ l'équipage avait reçue plus tôt, mais elle ne les avait pas entendus annoncer dans quelle direction ils comptaient virer, ce qui lui paraissait un peu inhabituel. Sur la piste, la dernière partie de la checklist avant décollage venait d'être terminée, et le copilote avait également stabilisé les moteurs à 40% N1. Le commandant de bord voulut alors voir clairement les instruments moteurs secondaires lors de la montée en puissance. Donc, au lieu de laisser l'écran DU inférieur éteint comme nous le faisons normalement, il avait appuyé sur le bouton MFD pour voir les instruments en entier. Cela signifiait alors qu'il devrait appuyer à nouveau 2 fois sur ce même bouton, une fois que le roulage pour le décollage aurait commencé afin d'éteindre l'unité d'affichage inférieure. Et il devait faire cela en même temps qu'il lançait le chronomètre sur son horloge avec son autre main. Mais c'était probablement quelque chose dont il avait l'habitude. Vous pourriez maintenant demander, alors qu'est-ce qui n'allait pas? Et je répondrai, eh bien, pas grand-chose en fait. Mais l'affichage inférieur est normalement laissé vide parce qu'il est programmé pour s'afficher automatiquement si un dépassement est détecté. Il n'y avait vraiment aucune raison de le laisser ouvert ainsi. Il attendait, un doigt sur le bouton du MFD, l'autre sur l'horloge, tandis que le copilote commençait à bouger. Les manettes de poussée vers l'avant jusqu'à 70%. Les deux moteurs CFM56 rugissaient de plus en plus et tout l'avion commençait à vibrer. Comme cela se produit toujours lorsque nous effectuons ces mises en route, mais dans ce cas, il a également commencé à avancer et à pivoter légèrement. Il a ensuite été prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un glissement, mais d'un manque de pression du copilote sur les freins de palonnier, laissant l'avion rouler. Et comme ce freinage n'était pas complètement symétrique, cela a également provoqué ce lacet. Maintenant, vous souvenez-vous de ce que les pilotes avaient prévu de faire si l'avion commençait à glisser? Oui, le copilote devait alors immédiatement lancer le roulage pour le décollage au lieu de poursuivre la montée en régime. Et il avait maintenant été assez surpris par ce mouvement soudain vers l'avant. La première chose qu'il a faite a été d'utiliser la gouverne de direction pour contrer le lacet. Et cela parce qu'il était très conscient de la proximité des bancs de neige de chaque côté de la piste. Et pendant qu'il faisait cela, il a également lancé un appel. « Ça glisse », ce à quoi le commandant de bord a répondu « Laisse faire ».
Cela a amené le copilote à relâcher immédiatement les freins, ce qui a alors permis à l'avion de commencer à accélérer pleinement sur la piste. Pendant que cela se produisait, le commandant de bord a déplacé sa main et a transmis un message radio pour informer tout le monde que le vol 2152 était maintenant en train de rouler. Et voici la prochaine pièce de ce puzzle. Parce que, souvenez-vous du doute que l'officier FIS avait précédemment concernant la direction dans laquelle l'avion allait tourner, eh bien, alors que le commandant de bord a maintenant indiqué qu'ils avaient commencé la course au décollage. Elle s'est sentie obligée de confirmer s'ils avaient l'intention de tourner à droite ou à gauche, même si elle pouvait clairement voir que l'avion était en mouvement. Alors, elle a simplement posé la question. Jet X 2152. Confirmez que vous allez tourner à droite après le décollage, ce qui a amené le commandant de bord à réfléchir une seconde, puis à répondre « affirmatif ». Après cet échange, il a alors baissé les yeux vers ses instruments et il a vu que l'avion avait déjà dépassé 53 nœuds. Il a donc commencé à se préparer pour son prochain appel, qui serait la vérification croisée de la vitesse à 80 nœuds. Le copilote s'était surtout appliqué à garder l'axe de la piste, ce qui avait exigé un effort après le premier lacet. Il est donc probable qu'il concentrait la majeure partie de son attention à l'extérieur de l'avion. Quelqu'un a-t-il remarqué qu'il manque quelque chose ici? Eh bien, lors de cette surprise initiale, quand l'avion a commencé à bouger et que le commandant de bord a dit « lâche », le copilote a fait exactement cela et s'est simplement concentré sur la direction, mais cela signifiait aussi qu'il n'a jamais appuyé sur le bouton TOGA ni fait l'annonce. La poussée de décollage avait été réglée, et le commandant, dont le rôle était de vérifier que la poussée correcte avait été appliquée, avait été interrompu par l'officier FIS et avait passé ses premières secondes du roulage à écouter et répondre à ses appels. Ainsi, la vérification croisée initiale a été omise et la poussée est restée à 70% N1, correspondant au réglage de montée en régime. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pensent que la différence entre 70% et le réglage correct de 89% n'est pas si grande que ça. Il faut comprendre que la quantité de poussée délivrée par ces réacteurs n'est pas linéaire. Elle augmente presque de façon exponentielle à mesure que la poussée augmente. Donc, avec seulement 70% réglé sur les deux moteurs, cet avion accélérait maintenant avec une quantité de poussée à peu près équivalente à ce qu'ils auraient eu. Avec un seul moteur en fonctionnement, seulement 53% de la poussée nécessaire au décollage. Cela signifiait que l'avion accélérait évidemment beaucoup plus lentement que d'habitude, et les deux pilotes ont apparemment ressenti qu'il y avait un problème. Mais ils n'arrivaient tout simplement pas à mettre le doigt sur ce que c'était, et le commandant de bord pensait que, eh bien, cela avait peut-être un rapport avec la contamination de la piste par la neige. Évidemment, il y aurait également eu d'autres indices sur ce qui se passait ici. Par exemple, la poussée correcte de décollage aurait été indiquée par des indicateurs verts sur les affichages N1, 70% étant évidemment bien en dessous. De plus, sans sélection du mode TOGA, les directeurs de vol et le panneau d'annonce du mode de vol n'étaient pas activés. Devant les deux pilotes, il aurait affiché A, R, M et LNAV en blanc, au lieu de LNAV en blanc et TOGA, comme il aurait dû l'indiquer. Ici, nous abordons des particularités intéressantes que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Vous voyez, nous sommes généralement très doués pour nous souvenir des procédures et des étapes à suivre. Mais si, pour une raison quelconque, l'une de ces étapes ou procédures est omise, eh bien, alors nous sommes vraiment mauvais pour nous en rendre compte. C'est pourquoi j'enseigne toujours à mes élèves pilotes de recommencer la procédure en cours depuis le début s'ils sentent que quelque chose ne va pas. Souvent, cela se fait rapidement, comme lors d'une remise de gaz. Cela leur permettra aussi d'identifier les étapes éventuellement omises. Une autre chose qui a joué un tour à cet équipage, c'est l'accélération elle-même. Vous voyez, il s'avère qu'une autre faiblesse humaine est de juger les différences de taux d'accélération. En tant que pilote, nous faisons des centaines de décollages chaque année, mais chacun diffère un peu dans le taux d'accélération. Et la façon dont nous les ressentons est très subjective et dépend davantage de ce que nous voyons que de ce que nos organes vestibulaires perçoivent. À cause de cela, il aurait été très difficile de déterminer pourquoi l'accélération semblait anormale dans ce cas, et donc aussi d'identifier la source de ce sentiment de malaise que ressentaient ces pilotes. Et c'est ici que l'industrie doit absolument intervenir et agir. Même si les humains jugent mal ces choses, les ordinateurs, eux, peuvent facilement être programmés pour déclencher une alerte si l'accélération réelle est bien plus lente que d'habitude.
Et un système comme celui-ci pourrait fonctionner complètement indépendamment des conditions extérieures, des calculs de performance et de tout le reste, il suffit simplement de le mettre en place. L'accélération réelle dans ce cas était de 2,25 nœuds par seconde, ce qui était bien en dehors de ce qui serait considéré comme normal, la grande majorité des décollages se faisant avec environ 4 nœuds par seconde. Mais comme je l'ai dit, les pilotes n'ont pas pu l'identifier et aucun système ne les avertissait. Ainsi, le roulage pour le décollage a continué, l'avion dépassant bientôt 80 nœuds, vérifié par les deux pilotes. Quelques secondes plus tard, l'avion dépassait 93 nœuds. Et le commandant de bord a annoncé V1 suivi d'une autre attente interminable jusqu'à ce que l'avion accélère enfin au-delà de 122 nœuds, moment où le commandant de bord a annoncé rotation. À ce moment-là, il ne restait qu'environ 400 mètres des 2500 mètres de piste, et l'avion s'est alors lentement élevé dans les airs. Le copilote a effectué la rotation lentement, sentant que l'avion était très lourd et qu'il se comportait comme s'il volait avec un seul moteur, mais sans le lacet que cela aurait normalement provoqué. Et il n'avait toujours aucune idée de la proximité de cette situation avec la réalité. Après que l'avion ait quitté le sol, il a d'abord cabré vers l'assiette normale de décollage d'environ 15 degrés, mais bien avant d'atteindre cette valeur, il a constaté que la vitesse avait cessé d'accélérer autour de V2. Il a donc progressivement abaissé le nez à environ 10 degrés à la place, ce qui leur a donné un taux de montée d'environ 600 pieds par minute seulement. À ce moment-là, il a également regardé son écran principal de vol et s'est rendu compte qu'il n'avait à nouveau aucune indication verticale car les boutons TOGA n'avaient jamais été actionnés. Le commandant de bord a rentré le train d'atterrissage, mais l'avion n'accélérait toujours pas. Le copilote a alors dit « Il nous faut plus de puissance ». Et cela a finalement poussé le commandant de bord à regarder l'écran principal des moteurs et à comprendre quel était le problème. Il a immédiatement augmenté la poussée à 89%, ce qui a permis à l'avion, en passant environ 250 pieds, de commencer soudainement à monter normalement. L'équipage a poursuivi le départ. Et lorsqu'ils ont dépassé 2400 pieds, le commandant de bord a appuyé sur le bouton N1, ce qui a réduit la poussée pour revenir à la poussée normale de montée. Dès qu'ils ont dépassé 3900 pieds, ils ont accéléré et rentré les volets normalement. Ils ont ensuite choisi le changement de niveau sur le panneau de contrôle, retrouvant ainsi le contrôle vertical. Le directeur de vol, le pilote automatique, a ensuite été engagé et l'avion a continué à monter vers leur niveau de croisière autorisé, le niveau de vol 400, en direction de Londres Stansted. Le reste du vol s'est déroulé sans autre incident et ils ont finalement atterri en toute sécurité à l'aéroport de Londres Stansted. Ce vol ayant duré plus de 2 heures, l'enregistrement des conversations du poste de pilotage sur l'événement a été effacé. Pas d'inquiétude, de nouvelles règles vont prolonger l'enregistrement de ces dispositifs au-delà de 2 heures. C'est pourquoi les pilotes ont consciencieusement rapporté les faits, ce qui a permis d'établir le rapport final utilisé pour cette vidéo. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi il nous a tout raconté alors que tout s'est bien fini et que personne n'a été blessé? Eh bien, c'est un excellent exemple de la raison pour laquelle j'aime faire des vidéos sur les incidents. Cet événement n'a blessé personne au final. Mais cela fait partie d'une tendance très sérieuse dans l'industrie qui pourrait finir en catastrophe si rien n'est fait. Nous devons trouver de meilleures barrières pour les incidents de mauvaise poussée de décollage. Soit à cause d'erreurs comme celle-ci, soit à cause de performances de décollage mal saisies ou d'intersections incorrectes utilisées pour le décollage. En 2017, par exemple, un autre Boeing 737-800 a décollé de Belfast avec 189 passagers à bord. Et il a fini par décoller 29 mètres après la fin de la piste. Tout cela à cause d'une température incorrecte utilisée lors de la configuration des performances. Dans ce cas, l'avion a fini par percuter un feu d'approche lors de l'incident, mais encore une fois, personne n'a été blessé. Mais après cela, le BEA a commencé à suivre des événements similaires et au cours des 5 années suivantes, 32 événements similaires différents, y compris celui-ci, ont été enregistrés. Et ce ne sont là que ceux qui ont effectivement été signalés. À cause de cela, le BEA a formulé 2 recommandations de sécurité spécifiques, dont l'une avec laquelle je suis entièrement d'accord. Les autorités aéronautiques du monde entier doivent collaborer pour élaborer un ensemble de spécifications techniques et de normes pour un système embarqué qui alertera l'équipage en cas de taux d'accélération anormalement faible pendant le décollage. Nous en avons besoin dès maintenant, alors qui que vous soyez, mettons-nous au travail. Deuxièmement, toutes les compagnies aériennes devraient intégrer des algorithmes à leur programme de surveillance des données pour détecter les précurseurs de ces événements.
C'est pour que nous puissions les suivre plus facilement et voir quelle est réellement l'ampleur de ce problème. Après cet incident, Jet2 a renforcé la formation sur simulateur pour les essais moteurs avant départ. Ils ont mis à jour leurs procédures d'équipage à ce sujet et ont souligné, entre autres, la nécessité d'une application correcte des freins. Leurs pilotes ont également été rappelés de la nécessité d'annoncer dans quelle direction ils viraient après le départ. Lors des vols dans l'aéroport FIS finlandais, les contrôleurs FIS à Kuusamo ont été informés de l'importance extrême d'éviter toute transmission, sauf en cas d'information de sécurité vraiment cruciale, à tout aéronef pendant son décollage et sa montée initiale. Comme je l'ai dit, avoir un instrument dédié ou une alerte pour une accélération trop lente aurait été très utile ici. Mais que se passe-t-il lorsque les pilotes deviennent peut-être un peu trop dépendants de leurs instruments? Eh bien, il se trouve que nous avons effectivement vu cela en 1990. C'était une soirée sombre, nuageuse et pluvieuse lorsqu'un DC-9 d'Alitalia a commencé sa descente au-dessus des Alpes en direction de sa destination, Zurich. À bord se trouvait un commandant de bord très expérimenté, assisté par un copilote relativement nouveau. Et lorsque nous rejoignons cette histoire, il termine tout juste son briefing d'approche pour la piste 1-4, mais cela reste inconnu pour lui comme pour le commandant de bord. Quelque chose vient de se produire à l'intérieur de l'une de leurs radios de navigation, quelque chose qui aura bientôt des conséquences très graves. Mais à ce stade, tout se déroule normalement, et l'avion continue simplement sa descente et rejoint bientôt la file d'approche avec plusieurs autres avions. Mais cette approche va s'avérer très différente maintenant. En travaillant sur cette vidéo, j'ai eu des frissons à plusieurs reprises. Vous comprendrez pourquoi quand je la publierai dans une semaine ou deux. Mais si vous voulez plutôt la voir tout de suite, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/join/mentourpilot ou scanner ce QR code. Mes abonnés Patreon sont déjà en train de la visionner en avant-première, et j'aimerais beaucoup avoir vos retours également, car peut-être que vous pourrez m'aider à l'améliorer encore davantage. Je m'appelle Peter Hernfeld, vous regardez Mentour Pilot, passez une excellente journée et à la prochaine, au revoir.